Messieurs, dames, je vous propose en fait qu'on débute cette session qui est dédiée au marché émergent, l'Emerging Market, qui est une session qu'on a souhaité un petit peu, en fait, qui sort de l'ordinaire, un petit peu en fait disruptive, puisqu'on est en fait sur des thématiques disruptives, qui à la fois en fait vont permettre aux différents intervenants, en fait, qui sont des investisseurs, qui sont des acteurs des marchés émergents, qui sont dans le concret au quotidien, c'est-à-dire dans le financement des infrastructures, dans le financement de marché, dans les émissions obligataires, dans tout type d'activité, y compris en fait dans ce qui est la finance digitale, les solutions de paiement, les systèmes de paiement. Donc c'est une vision 360 degrés qu'on souhaite faire des marchés émergents. On a mis en place en fait une approche qui permettrait à tous le public de participer également et de pouvoir poser directement ces questions. Il suffit de prendre votre téléphone, prendre votre navigateur habituel, celui que vous préférez, et il faudrait en fait qu'on ait en fait l'adresse du site qui est toute simple, sli.do, sli.do. Et avec un code d'accès qui est U555, vous pouvez poser directement des questions qui atterriront chez nos modérateurs et qui les poseront à nos intervenants. Donc pour commencer, et on est vraiment pris par le temps, donc on va essayer d'aller relativement vite. Mr. Huang Jingdong du SFI, the floor is yours. Sous vos applaudissements. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very honored to be invited to speak at this prestigious forum. As you know, the International Finance Corporation is the only international development finance organization dedicated to investing and supporting private entrepreneurship in emerging markets, while the majority of the conference is dedicated to the dynamism of the European market. I'm very happy that we have a focused session on emerging markets. Before I start my presentation, let me say two things about France. First of all, let me join others in congratulating the French soccer team. I feel very honored to watch the game in Paris last night. So, félicitations. The second, I'm very humbled to introduce an extraordinary Frenchman that I call my boss, my mentor, my friends for the past 25 years. He is an extraordinary leader in international development finance. He was CFO of African Development Bank. He was CFO of Asian Development Bank. Now he is the CFO of AIIB based in Beijing. I learned a lot from him. He has been an innovator and leader in our space. The world is very interesting. I'm a Chinese, but I represent views from Washington. And we have my friend from Beijing, but he's French, representing a view from Beijing. If you can join me in recognizing my mentor, Thierry de Langemar, on the panel. Les séances en fait seront modérées par Lynn Rifaï, qui est journaliste économique chez France 24, et Mathieu Meffre, qui est directeur général adjoint chez LeadersLink. La parole est à vous. Merci. Merci Karim. Merci aussi à tous les invités d'être là, d'être présents parmi nous pour cette table ronde, cette discussion donc consacrée au défi du financement de l'activité économique dans les pays émergents. Savez-vous d'ailleurs que rien qu'en Afrique, ces besoins de financement s'élèvent jusqu'à 1200 milliards de dollars pour les 10 ans à venir selon la CNUSED. Où peut-on donc trouver les financements nécessaires? C'est ce qu'on va essayer de voir avec vous. Est-ce que cela passe forcément par les marchés financiers, par l'investissement direct étranger? Et évidemment, quel rôle pour les entreprises et les chefs d'entreprise dans tout cela? Mais aussi quel rôle pour la finance numérique, nous allons en parler, et les nouvelles technologies pourront-elles être la solution? Et on va donc commencer ce débat avec vous, Cédric Achille Mbeng-Mézieux.
Vous êtes donc coordinateur de l'African Financial Markets Initiative au sein de la Banque africaine de développement. On va essayer de mieux comprendre les besoins de financement, notamment en Afrique. Est-ce que l'on a aujourd'hui une estimation de ces besoins de financement, du privé, du public, et que recouvrent précisément ces besoins de financement, c'est-à-dire qu'a-t-on besoin de financer? Ok, merci. On remercie déjà Africa FinLab et Europlast d'organiser cette discussion. Comme vous l'avez dit, les chiffres, c'est entre 600 et 1200 milliards de dollars de besoins annuels pour atteindre les objectifs de développement durable. Lorsqu'on regarde ces besoins, ça touche tous les secteurs. Concrètement, ça veut dire quoi? On a 40% des Africains qui n'ont pas accès à l'eau potable, 60% à l'assainissement, 70% à l'électricité. Donc ça représente des besoins dans différents secteurs et donc il faut investir et cela représente des opportunités sur les 10 ans à venir pour de nombreux investisseurs. Rien que sur le volet infrastructure, les dernières estimations de la BAD dans cette année, 130 à 170 milliards de dollars de besoins annuels. Si on regarde uniquement l'année 2016 sur les derniers chiffres, 62,5 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures en Afrique. Sur ces 62,5 milliards, 42% viennent des gouvernements, 16% viennent des pays asiatiques, 15% des banques multilatérales, notamment la BAD, AFC, Banque mondiale, l'AFD et les autres. Vous avez 10% des pays européens et 9% des pays arabes. Le secteur privé ne représente que 2,6 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près 4% de ce qui a été investi. Ça montre qu'il y a un effort à faire pour attirer le secteur privé et effectivement le risque de crédit sur l'Afrique reste relativement, en termes de perception, élevé. Pourquoi les gouvernements ont été les premiers contributeurs? C'est parce qu'on voit un essor de développement des marchés obligataires africains, comme vient de l'expliquer le VP de l'AFC. Si on regarde l'année 2000, 28 milliards de dollars au total avaient été émis par les États africains. En 2017, c'est 245 milliards de dollars. L'encours 2017 sur les marchés obligataires africains, c'est plus de 400 milliards de dollars. Et sur ces 400 milliards de dollars, malheureusement, 5 pays représentent 80%. Et ces 80%, c'est quand même depuis une longue période. C'est l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. Donc il y a encore 49 pays sur lesquels il faut travailler. Mais globalement, on peut dire que le continent, le marché se développe, il y a une mutation du secteur financier. Il faut aussi noter que l'Afrique exporte plus de capitaux qu'elle n'en reçoit. Si on prend les flux financiers illicites, c'est 60 à 100 milliards de dollars par an qui sortent du continent. Et cela, si vous vous souvenez des statistiques données au début, c'est le gap qui manque sur les infrastructures sur une année. Depuis 2005, cela dépasse l'aide publique au développement et les IDE. Mais globalement, le secteur financier africain est en mutation. Si vous regardez le bid ask spread sur les bonds, on est passé de plus de 200 points de base il y a quelques années à maintenant entre 1 et 20 points de base. Sur le FX, c'est la même chose. Sur le daily bond turnover aussi, on a des tailles beaucoup plus intéressantes, entre 100 000 et 300 000 sur les marchés. Et donc, la BAD et d'autres partenaires travaillent régulièrement pour approfondir la base d'investisseurs, qui est importante aujourd'hui, 400 milliards de dollars dans les fonds de pension, 600 milliards de dollars sur la gestion d'actifs, avec une projection en 2020 de 1 000 milliards sur ces statistiques. Les assurances, 3,6% de taux de pénétration, c'est encore faible, mais ça représente 378 milliards de dollars en 2018 en termes de total actif. C'est 71 milliards de dollars de primes collectées, c'est environ 1,5% du marché mondial. Donc il y a des challenges, mais avec la population positive que nous avons, donc une démographie positive, plus de jeunes que de seniors, on voit qu'il y a un potentiel énorme sur le continent. Donc un grand potentiel avec ce dividende démographique. Qu'en est-il en Asie? Mathieu va poser la question. Et oui, quand on parle des économies émergentes, on ne peut pas passer à côté de l'Asie. Évidemment, la situation est bien différente, puisque de grands émergents, la Chine, l'Inde, côtoient d'autres économies qui, elles, en sont à des phases variables d'émergence. Nous allons donc essayer d'y voir plus clair avec vous, Thierry de Longmare. Vous êtes le vice-président CFO de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Quels sont aujourd'hui les pays qui ont le plus besoin de financement en Asie, si on devait parler de shopping time? Ont-ils du mal à se financer? Et vers quel secteur précisément, finalement, vont ces besoins de financement? I'll start in English. I'll start by paying back a special tribute to Jingdong. He showed the success of the IFC in its local currency operation since 2009, and I'd like to remind him that together we launched the first ever Indian rupee bond
issued by the Asian Development Bank in 2004. So the history goes back to more than 15 years. The second tribute I'd like to give is to the African Development Bank. For most people around in this room, they don't realize that we are four, either still working for the African Bank or ex-African Development Bank, including Sunil, Cédric, Jingdong and I. Je vais passer maintenant en français. L'Asie est un géant économique, mais un nain financier. L'Asie, c'est 60% de la population mondiale. C'est aujourd'hui 30%, 32% exactement en 2016 du PNB mondial. Et ça deviendra plus de 50% du PNB mondial en 2050. C'est donc un géant économique. Sur le plan financier, c'est une autre histoire. Si on prend le DTS, qui est donc le panier des monnaies du Fonds monétaire international, les deux monnaies asiatiques qui font partie du DTS, le RMB chinois et le yen japonais, ne représentent que 19% du panier. Il y a donc un mismatch entre le poids des monnaies asiatiques dans le panier du Fonds monétaire et son poids économique. Le deuxième est un vrai problème en Asie, c'est les sources de financement sont majoritairement bancaires. Ils sont d'ailleurs plus de 3/4 bancaires et seulement 1/4 des marchés de capitaux. C'est exactement l'inverse aux États-Unis. Et donc, un des défis de l'Asie pour trouver les bonnes sources de financement, c'est le développement de ces marchés de capitaux. Alors, spécifiquement, votre question était de savoir s'il y avait des pays qui avaient plus de défis en matière de financement et s'il y avait certains secteurs qui étaient plus demandeurs de financement. Il est clair qu'étant dans une banque d'infrastructures, les infrastructures sont un domaine où les besoins de financement sont gigantesques et estimés, selon les dernières statistiques, à 28 000 milliards de dollars entre maintenant et 2030. Mais il y a évidemment tous les autres domaines des secteurs productifs qui sont demandeurs d'investissement. Et puis, il ne faut pas seulement raisonner en tant que géants asiatiques, que sont la Chine et l'Inde, mais il y a aussi des pays asiatiques qui émergent à des rythmes rapides et dont les besoins de financement sont élevés. Et je voudrais citer 3 d'entre eux, l'Indonésie, le Vietnam et le Bangladesh. Merci. Nous continuons. Je me retourne maintenant vers vous, Félix Edokossi Amenouvé. Bonjour, vous êtes le PDG de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est aujourd'hui la bourse panafricaine du continent. Comment définissez-vous aujourd'hui finalement le rôle de votre bourse dans ce contexte d'émergence et est-ce qu'elle contribue à une meilleure circulation des capitaux entre les pays de la région, les différents pays? Oui, d'abord remercier en tout cas Africa FinLab, que je préside, d'organiser cette table ronde. Je dirais que la BRVM est un modèle, quoi qu'on dise, réussi d'intégration des marchés de capitaux en Afrique. Nous sommes une bourse qui appartient à 8 pays. Et donc, vous avez le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. C'est une seule place et une unique place boursière où tous les États, tout le secteur privé régional peut venir lever des capitaux. Nous avons une seule autorité de marché, nous avons une seule bourse, nous avons une seule banque de règlement, nous avons un seul dépositaire central. Donc c'est un modèle en tout cas d'intégration parfaite. Aujourd'hui, ce qu'on voit effectivement, c'est que si la Côte d'Ivoire a besoin de lever des capitaux, les investisseurs viennent à la fois de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Togo, du Bénin, vice-versa. Si le Sénégal a besoin de lever des capitaux ou le Togo, les investisseurs viennent un peu partout. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et tout ça se déroule de façon quasiment instantanée sur la même plateforme, sans aucune restriction de circulation, sans aucune formalité. C'est comme si tous ces pays sont sur la même place boursière. Et je crois que c'est ça l'avenir un peu de nos marchés de capitaux. Nous avons relevé le problème du déficit de financement de nos économies, qui est réel, qui effectivement
je dirais, a été relevé par un certain nombre d'indicateurs que Achille a mentionnés. Mais si nous voulons réellement être compétitifs, parce que nous sommes dans des marchés très fragmentés, il faut le dire, l'Afrique, c'est 29 bourses, c'est à peine 1400 milliards de dollars de capitalisation. On ne peut pas prétendre être compétitif par rapport à la Chine en tant que marché de capitaux, où on parle d'un seul pays. Donc nous devons nous regrouper, où nous devons néanmoins établir des liens assez forts entre nos marchés de capitaux. Et c'est un peu dans cette logique que nous sommes, déjà au niveau de la CEDEAO, d'arriver à intégrer la bourse, la BRVM, la bourse du Ghana et du Nigeria, de manière à ce qu'on puisse lever des capitaux sur l'ensemble de la zone CEDEAO sans aucune formalité. Et ça, c'est quand même un gros challenge. Vous savez que notre zone CEDEAO, à part en dehors de l'Afrique de l'Est, est la zone la plus performante en termes de croissance économique en Afrique, quand on prend l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO. Imaginez si nous arrivons à avoir des marchés de capitaux intégrés où les Nigériens peuvent financer l'économie ivoirienne, où les Ivoiriens peuvent financer l'économie du Ghana et vice-versa. Nous allons avoir une plateforme de levée de ressources qui est extrêmement importante. Cela nous permettra d'accroître nos capacités de mobilisation des ressources sur le plan local. C'est vrai, on n'a rien contre les émissions en monnaie étrangère sur les marchés internationaux, mais nous pensons véritablement qu'aujourd'hui, nous devons compter beaucoup plus sur la mobilisation des ressources locales, sur la capacité de mobiliser ces ressources-là dans plusieurs pays pour financer nos économies. Et ça, c'est un défi majeur, mais nous nous y attelons parce que nous considérons que c'est la voie que nous devons suivre pour pouvoir permettre de combler ce déficit de financement, pour aussi assurer cette transition des économies d'endettement vers des économies de marché. Thierry de Longmar a relevé tout à l'heure les chiffres en Asie, en disant que c'est des marchés, des pays qui sont encore financés essentiellement par le secteur bancaire. La situation est encore plus grave en Afrique, où nous sommes à plus de 90% de financement bancaire et 10% par le private equity et les marchés de capitaux. Il faut que nous arrivions à accroître la part des marchés de capitaux. Notre ambition, c'est d'arriver à 70-30. Si on arrive à 70-30 dans les prochaines années déjà, on aura apporté une contribution assez significative à la transformation de nos économies. Merci Félix. On va parler un peu maintenant des moyens de financement qui évoluent au jour le jour. On voit aussi cela avec le développement de la finance numérique. Des outils voient le jour pour accélérer la financiarisation des économies émergentes en développement. On va pouvoir donc enfin venir vers vous, Monsieur Mohamed Hourani. Vous avez attendu patiemment votre tour. Vous êtes PDG de HPS, High Tech Payment Systems, qui est une entreprise spécialisée dans l'édition de solutions de paiement électronique pour les institutions financières. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez une véritable tendance au développement de la finance numérique ? Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de me donner cette occasion de partager avec vous un point de vue sur justement un sujet qui me passionne, qui est la digitalisation et en plus dans le monde de la finance. Alors, je pense qu'en introduction, je dois quand même dire que la digitalisation, au-delà de la finance, est un excellent levier pour le développement des pays, et notamment les pays en voie de développement et les pays émergents. Et donc ça concerne tous les secteurs, dont bien sûr le secteur financier. Et ça concerne aussi les gouvernements, pour développer les services électroniques, donc, etc. Et donc, je pense que le secteur aujourd'hui de l'économie qui est le plus touché, justement, c'est le secteur financier. Et dans le secteur financier, disons les sous-segments qui sont les plus touchés, c'est le paiement, qui est un petit peu notre domaine. Alors, je voudrais répondre un petit peu à votre question à travers le secteur du paiement et l'industrie du paiement, qui connaît depuis quelques années déjà une transformation digitale très, très profonde, et qui s'est traduite par une reconfiguration du marché du paiement. Aujourd'hui, il y a 3 catégories d'acteurs. La première catégorie, c'est ce que j'appellerais les institutions traditionnelles, c'est les banques principalement, qui ont un avantage certain par rapport à leurs concurrents en termes de confiance des épargnants. Ils gardent quand même le monopole de la confiance des épargnants, mais en contrepartie, ils ont des structures très lourdes. Et ils sont incapables de faire face à la concurrence notamment de la deuxième catégorie, qui sont les fintech. Donc les fintech, donc, qui utilisent la technologie pour offrir des services financiers
ont l'avantage d'être beaucoup plus légers et donc beaucoup plus agiles. Et ils ont adopté des business models disruptifs qui font beaucoup de mal aux banques. Et la troisième catégorie, c'est ce que j'appellerais les géants de la technologie, des télécommunications. Donc là-dedans, il y a en particulier les opérateurs télécoms, mais il y a aussi les acteurs comme Alipay, les acteurs comme Apple, etc., etc., tous les géants de la technologie qui ont une base de clientèle très très large et qui l'utilisent pour leur offrir des moyens de paiement. Et donc ceci s'est traduit dans notre secteur par 3 ruptures. On parle de distribution, de rupture. Donc la première rupture, c'est ce que j'appellerais la primauté des clients. Aujourd'hui, le client, c'est le client de qui? De la banque, de l'opérateur télécom, de qui? La deuxième rupture, c'est justement la monétisation des données. Les données commencent à avoir une importance pratiquement plus parlante et plus, je dirais, forte que la monnaie elle-même. On commence à monétiser les données. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux connaître les besoins du client, ça permet de personnaliser le service par client. Donc aujourd'hui, on n'a plus de segments, je dirais, groupe. Chaque client est un segment à part. Et la troisième rupture, qui est très importante aussi, c'est l'expérience client. L'expérience client qui est en train d'évoluer aujourd'hui. Donc la dernière, je dirais, innovation, c'est ce qu'on appelle le paiement invisible. Amazon Go, si vous connaissez, vous rentrez dans un magasin, vous vous servez, après vous partez. Donc il n'y a plus de caisse, il n'y a plus de caissier, etc., etc. Et donc ça, pour des pays émergents, je pense par rapport à la digitalisation de manière générale, elle implique un certain nombre, je dirais, de défis, notamment sur le plan humain, en termes de ressources pour pouvoir faire cette digitalisation, mais également en termes de métiers qui vont disparaître, etc. Et donc il ne faut pas se faire d'illusions. L'automatisation, l'intelligence artificielle, etc., va avoir un impact sur l'emploi. Mais selon un rapport de Gartner, ils disent quand même qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que chaque emploi perdu dans l'industrie, de manière générale, va créer 5 emplois dans le service. Donc c'est une bonne nouvelle plutôt. Encore faut-il être capable de suivre, de se préparer, etc., avec des défis qui sont notamment d'ordre réglementaire. Il y a aussi parfois toujours, je dirais, un enjeu de souveraineté, parce que quand on utilise à fond et on devient dépendant du digital, si on doit tout importer, donc ça pose un problème. Donc il y a un certain nombre de défis qui sont posés. Alors je reviens un petit peu à la finance digitale. Effectivement, dans notre métier, il y a beaucoup de ruptures. Je commencerai par la rupture, je dirais, la plus frappante, qui est le blockchain, et notamment le Bitcoin, donc les crypto-monnaies, qui aujourd'hui, des monnaies qui sont très utilisées, qui pèsent des milliards, et qui sont utilisées par des millions d'usagers, et il n'y a ni banque centrale, ni banque commerciale. Donc c'est vraiment un grand défi, une rupture majeure en termes, je dirais, de suppression d'intermédiaires. Et c'est vrai dans tous les domaines, dans les bourses aussi, dans les marchés boursiers. Aujourd'hui, la bourse de New York utilise la blockchain pour tout ce qui est de titres non cotés. On n'a plus besoin d'intermédiaires, on n'a plus besoin de clear, etc., etc. C'est-à-dire, vraiment, c'est une rupture majeure. Mais également, en termes de transfert de fonds. Il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de diviser par 5, 6, 7, parfois même plus, le coût d'un transfert classique avec Western Union ou autre. Donc c'est vraiment, je dirais, une rupture majeure pour le marché financier. D'un autre côté, je pense aussi qu'il faut qu'on parle, puisqu'on parle de financement, de l'épargne, et donc de l'inclusion financière. Et aujourd'hui, notamment en Afrique, grâce au mobile, on a réussi à toucher un certain nombre de clients, de citoyens qui n'avaient pas la possibilité d'accéder à la banque. Et ça s'est développé surtout dans les pays où le taux de bancarisation est très faible. Ça ne s'est pas développé, par exemple, au Maroc, où le taux de bancarisation est de l'ordre de 70%. Mais c'est en train de se développer au Maroc pour une autre raison. Donc il y a l'inclusion financière. Il y a une autre raison aussi, c'est le cash. Aujourd'hui, au Maroc, malgré toute cette bancarisation, aujourd'hui, 75% des chèques sont utilisés pour retirer de l'espèce. Et plus de 90%, je crois 92-93% des transactions par carte bancaire, c'est pour aller dans un guichet automatique et retirer du cash. Donc on veut lutter contre le cash. Pourquoi on lutte contre le cash? Parce que d'abord, ça coûte à l'économie. Au Maroc, ça coûte 0,7 points de PIB, donc c'est quand même important.
mais également ça alimente le marché informel qui échappe au fisc, mais qui fait de la concurrence déloyale, qui emploie des gens dans des conditions non correctes sur le plan social, etc., sur le plan des services sociaux, etc., etc. Donc aujourd'hui, je pense que le digital est une grande opportunité pour le secteur financier qui permettra justement d'une part de transformer le secteur en tant que secteur qui soit beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, que le coût d'accès aux services financiers soit beaucoup plus bas. Et notamment, je pense à un secteur, par exemple, comme la microfinance ou le microcrédit. Le microcrédit, aujourd'hui, le taux d'intérêt est de l'ordre de 25 à 30, 35%. C'est énorme. Et c'est normal parce que ça coûte très très cher en termes de productivité, tout est manuel, etc. Voilà un secteur qu'on peut, je dirais, améliorer grâce à la digitalisation. Et on peut se permettre d'imaginer des taux beaucoup plus bas. Sans oublier que si on développe la microfinance, on peut aussi encourager le micro-épargne, si j'ose dire. Le micro-épargne, au Maroc par exemple, on a aujourd'hui à peu près 1 million de micro-entrepreneurs, pour un potentiel de 3 millions. Si vous faites 10 000 dirhams, c'est-à-dire 1 000 dollars par personne et par an, ça fait 3 milliards de dollars d'épargne supplémentaire qui peut aller financer l'économie. On va donc finir ce tour de table qu'on avait commencé, soit sur la finance digitale, soit sur un sujet que vous voulez aborder, qui n'aurait pas été abordé au cours de cette table ronde. Donc pour conclure, je te laisse continuer, Mathieu. Cédric, vous vouliez ajouter un mot? Ok, merci. Juste sur la finance digitale, en complément de ce qui a été dit avant, elle permet aussi de résoudre deux problèmes qu'on a sur le continent. C'est sur la faible densité et aussi sur l'économie informelle. La densité, l'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est un continent aussi vaste que 30 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la somme États-Unis, Chine, Inde, Union européenne. Rien que la RDC et l'Algérie font toute la zone euro en termes de superficie. Donc la densité est très faible et le digital est un facteur qui permet effectivement de connecter les personnes. La question de l'économie informelle. Vous avez dans beaucoup d'économies 70 à 90% des personnes qui travaillent qui sont dans le secteur informel. Et jusque-là, ces personnes sont exclues du système financier formel. Et les capitaux qui se trouvent dans le secteur informel sont très, très élevés et le digital permet de le faire. Le digital, les développements se font à Maurice, en Afrique de l'Ouest et dans d'autres régions sur la capacité de mobiliser directement, investir dans les bonds via le téléphone. Et cela se fait. M-Akiba est une belle initiative déjà au Kenya et beaucoup d'autres plateformes sont en train de se développer. Merci. Il nous reste moins de 10 minutes pour les questions du public. Si on prend 2-3 questions maximum en même temps et on voit si quelqu'un voudrait y répondre. Oui, il paraît qu'on n'a pas réussi à les avoir. La technologie n'est pas au point ici encore. Du coup, on revient au bon vieux système et je vous amène un micro. Oui, on parle technologie, mais... Bon, la question que j'avais posée, je ne sais pas si elle est tout à fait pertinente, c'était une question qui vous était adressée en demandant si l'initiative BRI, qui est très très importante, ne va pas absorber la plus grande partie des disponibilités que vous avez dans la banque d'investissement. Merci pour la question. La réponse est non, puisque AIB est une initiative indépendante de BRI. Nous ne sommes pas un instrument de BRI. Les instruments de BRI sont China Development Bank, China Exim Bank, les 4 grandes banques publiques chinoises et le Silk Road Fund. Et par conséquent, nos investissements se feront dans des projets en Asie et ailleurs, mais généralement pas liés à l'initiative des routes de la soie. Une autre question peut-être? Ah. Bonsoir, je suis Stéphanie Capdeville du Fonds Vert Climat. Je voudrais revenir sur une phrase de Bruno Le Maire en décembre dernier au Climate Finance Day. La finance sera verte ou ne sera pas. Et donc je voudrais interroger quelques personnes du panel, notamment, personnellement je travaille sur le continent africain, donc je voudrais interroger la bourse d'Égypte, je voudrais interroger la Banque africaine de développement. Je pense à l'Égypte parce que j'ai entendu parler d'initiatives vertes qui faisaient que la bourse égyptienne se distingue
même au niveau international, pour justement la régulation sur les normes environnementales. Et puis, de la part de la Banque africaine de développement, comment vous souhaitez intégrer ces données. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est une petite phrase de Rocklear à un moment donné dans l'après-midi qui disait on veut répondre à la demande de nos clients, un besoin de souveraineté et de écologie, enfin je ne sais plus exactement quel était le mot, environnemental, enfin souci environnemental. Et justement, en fait, au Fonds vert, on se rend compte que les choses sont liées, que le besoin de souveraineté ou la volonté des pays de participer, de construire leurs propres initiatives, infrastructures, industries financières, est très lié au fait de faire soi-même les choses et du coup d'avoir les mains dans l'environnement et les questions sociales et sociétales. Donc je voulais aussi savoir de votre côté, qu'est-ce que vous comptez faire dans cette voie? Mr. Mohamed Farid Saleh, the question was also to you about the investment in the Green Fund in Egypt. Maybe you want to answer quickly. Yeah, and I'll do my best given my understanding of French. Probably the French managed to discover the hieroglyphic language, but not to teach us proper French, I have to say. So in Egypt, we have several initiatives when it comes to sustainability in general. Green bonds is one item probably of sustainability. Sustainability would cover governance, would cover, I would say, environment, women inclusion, and so on and so forth. So basically what is happening now in Egypt, that we are the regulatory body, is setting up all the requirements for the proper definitions of green bonds. So basically to be assured when the issuer is issuing green bonds in the Egyptian market, it is actually a green bond rather than, I would say, diverse definitions, exactly, or greenwashing, as Sunil is saying. Because one of the items that we have been listening, we were one of the member, I would say, exchanges, early member exchanges, if not the first, to join the Sustainable Stock Exchange Initiatives of the UN. And one of the main, I would say, problems associated with green bonds was the definition of green bonds or the definition of green financing in general amongst the different issuers in this area. Having said that, we have been, I would say, as an exchange, early on having corporate governance code that was issued in 2005. We were one of the early adopters of the OECD best practice corporate governance code that was issued. And as well, we issued in the first, in the region as well, in the first ESG index, Environment, Social and Governance Index. It was issued in 2010. And luckily, and for some reason, no one knows about it that much, even back home in Egypt, I started to discover when I joined the exchange, that this index has been outperforming year on year sustainably any other index in the Egyptian market for big cap companies. And yet, no one has been aware of it. And one thing that I would be asking now, the IFC, the EBRD, the EIU, and all donor agencies, because one of the main points that they need to make, it's not sufficient to push exchanges to issue regulations for sustainability and environmental disclosure, but they need to put money as well in these types of stocks. So basically to put their money where their mouth is, as they're saying. Thank you. I hope this answered your question. I don't know. Thank you. Thank you. Very quickly, Mr. Sunil, you wanted to... Yeah, I think you're right. The future will be green or nothing because the world is definitely confronted to some serious issues with regard to sustainability. And I think exchanges in Africa have taken ownership of that agenda. Egypt, South Africa, BAVM, Mauritius, a lot of exchanges have created sustainability indices, and where they've been, incentivizing listed companies to be at the forefront of the sustainability agenda. And we've been surprised because it's a voluntary exercise in Mauritius, and we were surprised that the largest companies that are listed on our exchange all, decided to go through this voluntary exercise to test them against the global reporting initiatives, sustainability criteria. And then those that met those criteria and the minimum pass mark were, included in the index. And as Farid has said, interestingly, it seems that investors, everything being equal elsewhere, are supporting those companies that are at the forefront of the green
or sustainability agenda, which goes beyond green, which incorporates social inclusiveness, governance, transparency, and so on. So I think it's the way forward, and even globally, institutional investors today are clearly, putting X% of their total assets under management for supporting, sustainable companies. Of course, depending on whether they are profitable or others. But it's very clear that they want to give a premium to those companies. Okay, we still have 1 minute. One last minute, So- and we have two or three people who wants to speakers, talk. so- So 10 seconds each. I'll try to be brief. I would say that Euroclear feels very strong about not just the green bond, but we feel that we have a strong social responsibility towards these globalizations of capital market. As I said earlier, 33 trillion of assets are in the systems. This is a significant amount of assets. The capacity to monitor where those assets will be deployed in the future is extremely important. The problem we had was that because 15 years ago, we only looked at this industry in a very basic way. We had bonds on one side and we had equities on the other side. And so when ETF came up, we stacked them with equities. And obviously, today, you realize that an ETF is a complete different animal than an equity. And the whole post-trade behavior of those animals are completely different. So we had to change the database. Same for Sukuk. If you know about the Sukuk and all the Sharias and the different Sharias, so that we had to embark into also forms of customizations of our database to track properly those different themes. Green is no different. PPP is no different. Infrastructure is no different. But today, we only see them as bond. And by the way, what is a bit tricky about bonds, in green bonds, is that it's most of the time the big activity of bonds are OTC. So even if they are listed, they don't give you a lot of intelligence. That's why we feel very strong about the capacity to track those things in a proper way, according to all the rules and regulations, obviously, but so that we can gain some intelligence, help our clients, and also help the issuers moving forward. So that's very important. And tomorrow, Euroclear actually has issued a sustainable report, which shows how serious we are about that. And tomorrow there is a sustainable green panel, I think, in the afternoon, and I will bring those reports there. But I think that for us, what is critical is that beyond green bond, which green are very important, but beyond green bonds, we are really looking at financial stability worldwide, and we work with the United Nations in one of the 3 pillars, which is sustainable peace. Sustainable peace is the new topic that emerge, and we believe that Euroclear, again, has a big role to play in sustainable peace. Frédéric, just 8 seconds. Actually, last Friday at Élysée Palace, 6 sovereign wealth funds, including 4 of them in the Middle East and representing $3 trillion, disclosed their ESG policy with a clear focus on E. And what I'm saying here is that in all your countries, you have public money through the central banks, the public pension funds, the insurance companies, and so on. I would really encourage you to replicate what these sovereign wealth funds have done, meaning establish their ESG policy with a clear focus on E, and then it will drive the capital flows. Thank you very much. Cédric. Oui, il y avait une question pour moi. Juste dire que la BAD a tout un département sur l'économie verte qui travaille, et aucun projet n'est approuvé à la BAD sans respecter les conditions environnementales. Donc c'est un élément fondamental dans toute l'évaluation des projets. En plus de cela, il faut, jusqu'ici on parle des produits, Green Bond et les autres, tout cela, c'est l'ingénierie financière, c'est bien, mais c'est toujours l'underlying asset qui est important. Comment on prépare ces projets et comment on amène les politiques à faire des choix qui sont orientés green. Parce que les autres technologies coûtent peut-être moins cher, ils ont des besoins importants. 40% de la population africaine n'a pas accès à l'eau potable, 60% à l'assainissement et 70% à l'électricité. Donc il y a des choix qu'il faut faire. Et comment amener ces politiques à faire des choix qui sont en ligne avec
les questions environnementales. C'est ça, en fait, le vrai challenge. Merci. Merci à tous d'avoir participé à ce panel. Je vous propose d'applaudir les panélistes.